Ça, c'est un QTE, qui n'est ni plus ni moins qu'une action effectuée à un moment précis. C'est l'élément central du gameplay de Detroit Become Human. Donc que se passe-t-il si on ne touche plus à la manette du début jusqu'à la fin? C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Donc n'hésite pas à rester jusqu'au bout pour voir ce qu'il se passe. Tout d'abord, nous incarnons Connor, un enquêteur qui arrivé sur une scène de crime doit trouver des indices afin de comprendre ce qu'il s'est passé. Sauf que rappelez-vous, toutes les actions limitées dans le temps nous sont interdites, ce qui désigne aussi les interactions avec les PNJ, les personnages non joueurs. Cela signifie que lorsque nous parlons au commandant nommé Allen, on laisse le jeu répondre à notre place. On va laisser faire. Grâce à cette discussion, on apprend qu'un androïde a pris en otage une fillette, en ayant tué 2 policiers au passage. Nous devons donc comprendre ce qu'il s'est passé pour pouvoir la sauver au mieux. Heureusement, Connor a la capacité, en trouvant des indices, de reconstituer les scènes qui ont eu lieu, même si parfois on s'en passerait bien. Oh tiens, il y a une mallette avec un flingue, et je pouvais pas me douter que c'est quelqu'un qui l'avait pris. Merci Connor. Malgré le défi, on apprend que le père s'est fait assassiner par l'androïde, car il avait appris qu'il allait être remplacé, mais que l'enfant n'a pas entendu les coups de feu. On voit aussi que l'un des policiers abattus avait réussi à tirer sur le déviant. D'ailleurs, les déviants sont, comme leur nom l'indique, des androïdes qui sont défaillants. Ils ne font plus ce qu'on leur demande et deviennent irrationnels, un peu comme des humains. Après ça, on récupère une arme pour ensuite aller affronter le déviant. Les indices obtenus ne servent pas à une espèce de lore, mais plutôt à débloquer plus de réponses lors des dialogues et donc obtenir des fins différentes, bonnes ou mauvaises. Les réponses de Connor, par défaut, sont assez froides. J'ai passé ma vie à obéir aux ordres. Oh, il s'en balèque. Ce qui diminue nos chances de succès. C'est à moi de décider. Comment tu veux qu'on gagne? Le déviant se laisse tomber avec l'otage, on ne peut plus la sauver. Connor, tu es nul. Nous avons donc échoué à la mission, mais Connor, heureusement ou non, n'est pas mort, ce qui à mon avis ne va pas arriver souvent. Désormais, nous sommes dans la peau de Kara, qui semble être dans un magasin pour Android, car elle a subi une réparation. On le saura plus tard, mais notre propriétaire qui vient nous chercher n'est autre que Todd, et il est très loin d'être le petit personnage inoffensif des jeux Mario. Après ça, Todd nous ramène chez lui. On aperçoit Alice, la fille de Todd, qui semble partager une merveilleuse relation avec ce dernier. Alice, Alice. Ah, te voilà. Tout en criant sur sa fille, Todd, bon gros macho qu'il est, nous demande de faire les tâches ménagères. Ça annonce déjà la couleur. Il m'ordonne même de lui apporter une bière. Alors en guise de riposte héroïque, je me mets devant la télé. T'es pas transparente, connasse. Donc bon, on se fait remettre à notre place, on monte à l'étage et on découvre que Todd prend des antidépresseurs. Mais aussi qu'il possède une arme à feu comme tout bon américain qui se respecte. Ce qui pourrait nous être utile à l'avenir. Et bien sûr, Todd est toujours un horrible humain. Bouge-toi de là. Et t'es même pas devant toi, connard. Je vais te la faire bouffer, ta merde. Je vais la chercher, tiens. Pour se changer les idées, on va tenter de parler à Alice. On va avoir une relation dégueulasse avec Alice. On va pas avoir le choix de quoi dire. Malgré nos choix inexistants, Alice est amicale avec nous et nous donne une clé qui ouvre une boîte avec des souvenirs. Cela nous permet de comprendre ce qu'il nous est arrivé car la réparation avait effacé notre mémoire. Cette scène se conclut par Todd qui déraille comme à son habitude. On découvre notre dernier personnage qui est Marcus. Il est chargé d'une livraison pour son propriétaire. Pour cela, on traverse la ville et on tombe dans un parc avec une aire de jeu pour enfants. Malheureusement, on ne peut pas s'en approcher. Le RP influenceur tombe donc à l'eau. On se rabat sur la livraison du colis et après, cela va de soi, on se fait agresser à coups de racisme. Eh, qu'est-ce que t'as contre les noirs, racistes? Mais pas le temps de pleurer. On se casse d'ici et on monte dans le premier bus direction chez Carl, notre propriétaire. On arrive chez lui et on découvre le palace dans lequel il vit. Écoutez, si c'est ça la vie d'Android, je suis prêt à prendre sa place. Trêve de plaisanterie, il est 10h et Marcus décide d'activer son mode Google Home pour réveiller Carl. Bonjour, Karl. Le temps est couvert. Il fait 12 degrés, avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. On lui fait sa petite piqûre puisque Carl n'est plus tout jeune et on comprend pourquoi il a besoin d'une assistance. Il remarque des traces sur nos vêtements à cause de ces foutus humains et avec sa réponse on comprend que Carl est un pur goth. Quelle bande d'abrutis. On voit donc qu'il se préoccupe beaucoup de nous et on le remarque surtout quand, après lui avoir servi son petit déjeuner, on l'affronte aux échecs. Et défi oblige, on fait une égalité. Très étrange cette égalité. Carl nous grille direct car on était censé l'éteindre. Il nous fait donc une belle leçon sur le fait de faire ses propres choix. Ce qui, vu notre défi, est bien paradoxal. Sur ces belles paroles, on file à l'atelier et on apprend que le métier de Carl est peintre ou artiste au sens large. On rend donc plusieurs petits services à Carl. Vas-y, enlève le drap. Pris pour ta pute. Et il dit que je vais être libre, mais par contre il est pas poli, hein. Faudrait savoir. Après avoir rangé le bordel laissé par Carl, ce dernier nous demande notre avis sur sa toile. La conversation dévie et il nous demande de peindre nous-mêmes. On peint d'abord une sculpture
culture, mais Karl n'est pas ravi. Il nous force à faire un truc qui vient de nous. On se concentre, on play une masterclass, et là il y a ce golemon de Léo qui débarque. Alors je l'ai pas présenté, mais Léo est le fils à papa de Karl. Et bien évidemment, s'il vient nous les briser, ce n'est pas pour claquer un check à son daron, mais plutôt pour lui demander de la thune. J'ai besoin de liquide, papa. Ce goth de Karl refuse, Léo devient salé, on devient son bouc émissaire, et lâche la fameuse phrase digne d'un ado en crise. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé. On retrouve Connor et cette fois-ci, nous sommes à la recherche du lieutenant Anderson. On part donc dans un bar pour essayer de le débusquer. Et pour cela, on scanne les visages de toutes les personnes du bar comme un gros malpoli. On le trouve enfin, un verre à la main. On se présente et on lui dit qu'on est son nouvel assistant. Bien évidemment, il est ravi. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi, alors sois gentil, petit robot. Pars-toi en vitesse. Connor insiste et je me rends compte qu'il est plus drôle que je ne le saurais jamais. Mes instructions précisent que je dois vous accompagner. Les instructions, tu sais où tu peux te les mettre. Non. Où ça? Au final, il nous accompagne sur la prochaine scène de crime qui est un homicide. Hank a beau nous avoir emmenés, il n'est pour autant pas emballé à l'idée qu'on le suive. Alors tu fermes ta gueule et tu m'attends ici. Je ne comprends pas, quel est le programme Ferme ta gueule? Mais bon, ici c'est Connor qui fait la loi, alors on y va que ça lui plaise ou non. Une fois à l'intérieur, on apprend que la victime est décédée depuis 3 semaines et qu'elle se droguait à la Red Ice, qui est une drogue très répandue dans ce jeu. On va dans la cuisine et on fait la liste des indices, comme une batte avec des empreintes de la victime et un couteau sans empreinte, donc sûrement un androïde. Connor devine ce qu'il s'est passé. Le déviant a pris le couteau et le déviant a été attaqué, choc commotionnel. Après, il a été projeté, hop, il a vu le couteau et du coup, il a dit ça c'est un vrai couteau et je suppose que du coup, le déviant c'est QFD. On trouve aussi d'autres types d'indices. Ah, Eden Club, ça c'est pour vous, Hank. On retourne sur nos pas et on observe que la victime a été poignardée 28 fois. On sait donc que le début de la lutte a débuté dans la cuisine et qu'il a été assassiné par son androïde. C'est donc l'heure de faire notre débrief à Hank, mais il est trop occupé à bugger. Hank, gros con. Je vais aller lire le magazine, moi. Ça vous intéresser peut-être? Ouah. Une fois le jeu relancé, on se décide à lui faire notre rapport, mais bon, comme d'habitude, on ne choisit pas nos réponses. Tout a commencé. Bah là, va falloir que je vais lui dire Dans de la la salle merde de là. Je crois que tu ferais mieux de retourner voir le bordel dans la cuisine. C'est là que ça a dû commencer. Je crois que la victime a attaqué l'androïde. Tiens, et la réponse 3 c'est que de la merde. À main nue. Non, c'est pas possible, ça colle pas avec les preuves. Avec la batte. Ça collerait avec nos preuves. Bien joué, il a cité tous les trucs. L'androïde a lancé la chaise. Ok, je crois que j'ai eu mon quota de conneries pour la soirée. Même si Hank nous corrige, il vient un moment où il en a marre. On a donc échoué la mission. Du retour du côté de Kara, et c'est l'heure du dîner dans cette merveilleuse famille. On apprend d'ailleurs que Todd s'est fait virer à cause des androïdes et que sa femme l'a quitté à cause de son addiction à la drogue. Sur ces bonnes nouvelles, Todd déraille et fout la table en l'air à l'image de sa vie. Il s'en prend à sa fille qui s'enfuit à l'étage. Todd nous ordonne de ne pas bouger. Alors bien évidemment, on a envie de devenir déviant et de se barrer avec Alice, mais cette option n'est pas envisageable. C'est ainsi que Todd monte en haut et fracasse Alice. Et arrive, je ne sais pas comment, à remettre la faute sur nous. Sans doute un Français. Donc résultat des courses, Kara est morte, comme Alice. Peut-être. Alice amicale. Non, Alice décédée. On retrouve ce PNJ de Marcus qui ramène Karl d'une sorte de gala. Après un bon verre, on découvre qu'il y a de la lumière dans l'atelier. On appelle la police car on soupçonne un cambriolage. On vous envoie un véhicule vide. On va checker nous-mêmes, on se rend compte que c'est ce malicieux de Léo qui est venu shipper tel shipper des tableaux de Karl pour se faire de l'argent, avec tout de même beaucoup de respect. C'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes. Karl nous demande de jouer les videurs et de dégager Léo, tandis que Léo nous provoque et joue aux autotamponneuses. Ouais. C'est drôle. Malgré les provocations de Léo, Karl refuse qu'on se défende, et ce qui commence à être paradoxal, c'est que le jeu nous force à devenir déviants pendant que Karl passe un sale quart d'heure. Le jeu décide de nous faire endurer, ce qui mènera à l'arrêt cardiaque de Karl. Et non, il meurt. C'est ainsi que Karl part en nous disant un beau conseil. Mais ça n'a aucune importance puisque le policier qu'on avait appelé arrive enfin, et que Léo reste un con jusqu'au bout en nous accusant. Eh bizarre, il tire sur le noir. Telle une bavure policière, on se fait tirer dessus, mais grâce au conseil de Karl, on
ne se laisse pas abattre. On charge dans une décharge pour Android, et bien évidemment, on a été pas mal endommagé. Le plus urgent est de trouver une paire de jambes. On rampe par terre, et étonnamment, on en trouve une assez facilement. Une fois remis partiellement sur pied, on tombe sur un gars qui nous parle d'un endroit où on pourrait être libre, et il nous transmet une image qu'on comprendra plus tard. Il nous reste cependant quelques pièces à récupérer, l'équivalent d'un œil, d'une oreille et d'un cœur. Pour récupérer le cœur, on s'attaque à un androïde encore en vie. Le premier QTE nous fait l'épargner, mais la seconde fois, on se sert sans aucun scrupule. Après ça, sans le scanner, on galère à trouver l'œil. Mais une fois qu'on a pu le trouver, le processeur sonore n'est plus très loin. Une fois entièrement opérationnel, on peut s'échapper. Comme à chacun son Everest, le nôtre est un gros tas d'androïdes à gravir. Une fois remonté à la surface, Marcus retire sa puce en guise de libération et avance droit vers la ville avec un air conquérant. Mais je sens qu'il va tomber de haut. De retour avec ses tempotés de Connor, on arrive au commissariat mais Hank n'est pas encore arrivé. Donc pour patienter, on fouille son bureau à la recherche d'informations croustillantes. On y trouve un slogan anti-android, une casquette du club de basket de Détroit, des allumettes, bon ça on s'en fout, des poils de chien, ainsi qu'une photo de Hank avec ses collègues, ainsi qu'un article sur lui où à l'époque il était à son prime. Hank débarque enfin et il est ravi de nous revoir. Mais pas le temps de célébrer nos magnifiques retrouvailles qu'il se fait appeler par son patron dans son bureau. Mais comme on est le fouineur qu'on pensait être, on les espionne. Et on apprend que Hank est affecté à l'enquête sur les androïdes. Ce qui plaît beaucoup à Hank. Le ton monte, il se barre, et on doit aller remonter le moral de ce qui deviendra maintenant notre partenaire. On essaye de taper la causette, et il nous met un méga vent. Direction notre bureau, on en profite pour parler de son chien et il kiffe ça le boug. Mais après on parle du match de basket d'hier soir puisqu'on sait qu'il est fan. Avez-vous vu le match? J'étais en train de le suivre au bar hier soir. Après cette grosse clim, on décide de se pencher sur le dossier. On retrouve parmi eux Marcus et on voit que Carl est bel et bien mort. On aurait vraiment dû pousser Léo. On propose de poursuivre l'une de ses affaires, mais Hank n'est qu'un humain, donc en toute logique, il a la giga flemme. On va donc vers son bureau pour essayer de le convaincre. Casse la démarche. Alors, si en étant sympa, on n'a pas de résultat, on va passer par la manière forte. Je vais envoyer un rapport à mes supérieurs indiquant que vous Va se refusez prendre une d'enquêter sur baigne. cette affaire. Il va se prendre une baigne. Écoute-moi bien, connard. Si ça tenait qu'à moi, je vous Non, c'est jetterais connard, tous dans hein. une benne à ordures et j'y voudrais le feu direct. Alors arrête de me les briser ou tu vas t'en prendre plein la gueule. Ça serait trop marrant qu'il redevienne super calme après. Alors Hank, ce chien, comment il va? Marcus fait son grand retour en ville et suit les indices que lui a fournis l'androïde de la décharge, qui mène à un certain Jericho. Pour cela, on a des figures à trouver, qui une fois scannées nous emmènent vers la suivante, et ainsi de suite jusqu'à Jericho. Pour cela, on aura une photo du graffiti en question, ce qui nous permet de deviner où il est. Des fois, on aura besoin de faire du parcours pour accéder à certains endroits. Pour ça, on peut prévisualiser l'action à faire. Et sinon, ils auraient pas pu mettre une clé USB. Ça aurait fait gagner du temps à tout le monde. D'autres fois, on utilisera notre matière grise pour trouver le graffiti car il peut être bien caché. Une fois tout ce tintouin terminé, on arrive à Jericho. Mais comme le pont est cassé, on va grimper et arriver au sommet et puis plonger. Miraculeusement, il y avait de l'eau. Une fois sorti de cette cuve d'eau, on explore les environs et tout a l'air délabré, à tel point que le sol cède sous nos pieds. Une commotion cérébrale plus tard, on se retrouve face à des sbires, et l'un d'entre eux nous dit « Bienvenue à Jericho. Vu l'endroit lugubre dans lequel on est bien loin de ce à quoi je m'attendais. C'est l'heure de graille pour Hank, qui s'arrête à un food truck, mais avant un bon repas, qui n'aime pas faire des paris avec un mec douteux franchement. Après ça, notre relation avec Hank progresse. Écoute, t'es pas obligé de me coller au train comme un caniche. Vu qu'il aime beaucoup son chien, être traité de caniche, moi ça me va. Comme tout bon androïde, on essaye de parler de l'affaire en cours. Mais Hank nous apprend que la pause déj, c'est comme l'apéro en France. C'est sacré. Hank se déplace et nous, bon tout qu'on est, on le suit et s'ensuit une discussion aux F-tiers, jusqu'au magnifique tacle de Hank. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont donné un air débile et une voix bizarre? Mais pas le temps de jouer à Rap Contender, il y a un déviant potentiel de détecter. On tombe sur un appartement rempli de pigeons, on trouve de nombreux indices. Déjà, le suspect ne mange pas, donc ça pourrait être un déviant, ou bien alors une personne qui se fait livrer. Décidément, Connor adore faire des raccourcis, mais enfin bref. On sait qu'il nous a entendu arriver et qu'il est toujours ici. On va vérifier par nous-mêmes, et il nous fait un magnifique plaquage, et c'est l'heure de la course-poursuite. Ah ouais, je vais le rattraper de fou là. Bien évidemment, le déviant s'enfuit, et Hank est hostile envers
derrière nous. Revoici l'endroit miteux de tout à l'heure. Et évidemment, Marcus demande explication. Et globalement, ils se sont réfugiés ici car il n'y avait pas de maître à servir à Jericho. Mais bon, c'est le seul avantage de Jericho. Celle qui s'appelle North nous oriente vers Lucy, qui pourrait nous aider. Elle cautérise notre plaie avec une barre en métal brûlante. Mais bon, à mon avis, c'est pas censé marcher. Pas des cellules qu'il a. Hein. Il va brûler, c'est tout ce qui va se passer. Et nous fait boire du sang pour Android. Après, elle nous scinde pour lire notre mémoire. Mais comme je suis pas un garçon facile, je m'en vais. Et retourne voir North. On lui demande si les androïdes ont besoin de pièces détachées et de sang bleu. Pourquoi personne n'est allé en chercher? Elle nous dit que c'est impossible pour eux de s'en procurer. Après avoir allumé des feux qui ne servent à rien et analysé une caisse vide, on appelle Simon, un autre gars de la bande. Car on a une idée. On va s'introduire sur le quai de Détroit pour voler des pièces détachées appartenant à Cyberlife. Les autres sont à fond avec nous, mais c'est sans compter le flopper qui est Marcus dans notre défi. On arrive sur le port et on doit atteindre l'entrepôt de Cyberlife. On doit se faufiler en toute discrétion. Pour l'instant, on n'a pas de QTE. On joue juste à un jeu de plateforme. Oh, c'est Mario ou quoi là? On arrive devant l'entrepôt de Cyberlife, mais il y a un drone qui nous bloque l'accès. On prévisualise comment le détruire, mais une fois en pratique, Marcus se plante au QTE, ce qui fait descendre l'estime des autres envers lui. Au travail. Quand je pense que personne d'autre s'est proposé, je me dis qu'ils sont sacrément ingrats. Après cette clim, on récupère des pièces détachées, mais un androïde de sécurité nous repère. Les autres s'échappent, mais pas cet empoté de Marcus. Elle m'engueule. Oh non, je suis pas mort. Ils ont réussi à me récupérer. Comme ils sont malheureusement venus nous chercher, ils ont dû laisser leur sac, ce qui signifie que la mission a pas servi à grand chose. Pour Jericho, on devient donc impopulaire. Ouah, tout le monde nous déteste. Du retour du côté de Connor, on doit retrouver Hank, car il y a du nouveau sur l'enquête. On part donc le chercher chez lui. Comme il ne répond pas, on regarde par la fenêtre et on le voit évanoui. On casse donc la vitre pour aller l'aider Et on tombe nez à truffe face à son chien sumo. mais il n'a pas l'air très agressif. Alors j'aime beaucoup ce chien, mais il doit être sacrément nul contre des cambrioleurs. On observe Hank et on déduit qu'il a fait un coma éthylique et qu'il jouait à cette connerie de roulette russe. Pour le réveiller, on fait prendre un bain bien chaud au lieutenant. Arrête ça tout de suite! Arrête ça! Maintenant, il faut habiller le bébé Hank. Que voulez-vous porter? Rien à foutre. Pendant qu'il se change, on va observer son salon et on découvre une photo du fils décédé de Hank, qui est sans aucun doute la source de son malheur. Hank est de retour grâce à son pouvoir magique, qui est de pouvoir décuver à la vitesse de l'éclair. On part direction le bar à hôtesse. Ah, le moment sympa. Arrivé à l'Eden Club, notre regard est attiré par ce bel étalon. Oh, Hank, vous devez le réserver. C'est pour un pote. Oh. Connor! Qu'est-ce que tu fous? On arrête de se rincer l'œil et on va sur la scène de crime. Et en inspectant la victime, on se rend compte qu'il n'a pas fait un simple arrêt cardiaque, mais qu'il a été étranglé. On réactive l'Android juste à côté, simplement reconnectant un câble. Ah, bah voilà, c'est juste un câble pas branché. C'est rien du tout. Pendant le court laps de temps que nous offre Connor, on apprend que c'est une autre androïde qui l'a étranglée. Et que donc elle n'était pas seule. Pour tenter de retrouver l'autre androïde, on va devoir sonder l'un d'entre eux. Mais Connor a besoin des empreintes de Hank pour la réserver. Une fois sondé, on apprend que l'autre androïde est une Tracy aux cheveux bleus. Mais aussi que les androïdes vont avoir la mémoire formatée dans 3 minutes. Mais on est trop occupé à écouter Hank se justifier auprès du premier androïde. Tu sais, je suis avec lui et enfin, pas avec lui comme ça, je suis pas... c'est pas ce que je voulais. Ouah, c'est juste que j'ai du travail. Malheureusement, on a manqué de temps, ce qui fait que notre troisième mission a échoué. Bravo Connor. Ah, pendant un moment, j'ai bien cru que t'allais te rendre utile. Hank aurait pas pu dire mieux. Suite à cela, on retrouve Hank en ville quelque part. On demande à Hank de rentrer parce qu'il est tard. Hank nous pose une question profonde sur ce qu'on est réellement et Connor répond de manière calme et logique, mais car il est hostile, il est très déçu. Alors il sort son arme et nous tire dessus. Du retour du côté de Marcus, ils ont décidé de prendre le contrôle d'une chaîne de télé pour prêcher la bonne parole des androïdes libres. Une fois à l'accueil, on convertit la secrétaire pour avoir accès aux ascenseurs et direction les toilettes pour se changer en agent d'entretien. On demande une carte d'accès à un confrère. North nous rejoint mais problème. La salle où on veut aller est surveillée. Mais Marcus avec ses 1000 de QI pirate un distributeur pour les attirer. Une fois rentré, North fait ses trucs sur les serveurs. Mais nous tel le chapeauté, on fait un trou sur la vitre et on continue de plagier Inoxtag en escaladant l'immeuble. Arrivé au bon endroit, on appuie simplement sur un bouton pour que les deux autres Gugus débarquent. Ils auraient pas pu envoyer un drone pour appuyer sur le bouton? En vrai, bande de racistes. On passe la porte, mais 2 gardes sont sur notre chemin. On n'a pas d'autre choix que de les attaquer. Ce qui plaît à North, mais pas aux deux autres, ni à l'ensemble de Jericho, car Simon a été touché. Après ça, on prend d'assaut le poste de diffusion.
Mais convertis-les, connard. Seulement voilà, un humain s'enfuit, mais on décide paradoxalement de l'épargner. Mais je l'aurai un jour, je l'aurai. Moteur, action. Marcus commence son discours, mais n'assumant pas ses couleurs, il les cache. On n'a pas de contrainte de temps, donc on décide de faire passer un message pacifiste. Une fois ce beau message terminé, le SWAT débarque, et on décide de sauter en parachute depuis le toit. Mais on a dû abandonner Simon. Grâce au message pacifiste, l'opinion publique est compatissant. Juste après notre départ, Hank et Connor arrivent. Donc on inspecte la scène de crime, mais le FBI est déjà sur place. Et faites bien attention. Bousillez pas ma scène de crime. Connor, mets-lui un pain. Je t'en fous, toi, non, quel connard. Après analyse, on déduit les échanges de balles qu'il y a eu, mais aussi que l'enregistrement a eu lieu par ici, et que grâce à ce dernier, on a des informations sur Marcus, notamment son numéro de série, et on sait qu'il n'était pas seul. On regarde ensuite les caméras de sécurité, et on voit qu'ils ne sont pas entrés par effraction, ce qui signifie qu'il y a un androïde qui travaille là, et qui a décidé de les aider. Un agent nous dit qu'ils ont été mis dans la cuisine. Le déviant se cache forcément là-bas. Par contre, il faut le trouver. Pour cela, Connor leur pose plusieurs questions, et on vient même à les menacer, jusqu'à ce que... Il retire notre pompe qui sert de cœur et nous cloue littéralement sur place. Mais comme j'ai la flemme d'attendre que Connor meure, on se libère. On récupère notre pièce et on le pourchasse. Mais par défaut, Connor attaque. Heureusement, Hank n'a rien. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Car avant de s'abattre, le déviant a tué la quasi-totalité des policiers présents. Ce qui fait logiquement descendre l'opinion publique. C'est à se demander pourquoi avoir fait cette intervention. Si c'est pour tout gâcher juste après, Nils. Il est l'heure pour Marcus de convertir d'autres fidèles. Pour cela, on est censé prendre d'assaut un magasin d'Android en enfonçant la devanture avec un camion. Mais il faut d'abord désactiver la sécurité. Mais pas vu plus ratio, on la défonce sans lui demander son avis et bien évidemment Samuel, l'alarme se met à sonner. On doit fuir. Contrairement aux autres équipes, on a échoué et North fait une démonstration de l'art de retourner sa veste. On a déconné. Non, c'est ma faute. C'est moi qui ai merdé. Comment t'as pu te planter à ce point? Mais maintenant pour Marcus, il est l'heure de recruter de nouveaux fidèles à sa cause. Pour cela, on va convertir des androïdes dans la rue. On demande à des livreurs de bloquer la rue avec leur camion pour pouvoir ouvrir une bouche d'égout. Cela permet aux autres membres de Jericho de nous rejoindre. On fait une grande marche dans la rue et Marcus passe en God mode puisqu'il peut convertir des gens à distance. Un policier tente de nous barrer la route, mais on a la plus grosse. Sauf que voilà, les renforts sont là. Ils nous demandent de nous disperser. On s'exécute, sauf que eux aussi. On s'enfuit, la mission est donc un échec cuisant. Le duo de Goat se rend chez Kamski, qui n'est ni plus ni moins que le daron parti chercher l'aide des androïdes. On lui demande des explications sur la montée en flèche du nombre d'androïdes déviants, et pour résumer, il nous répond de manière philosophique, mais qu'il sait qu'une guerre se prépare, et demande à Connor dans quel camp il va aller. Par défaut, on choisit celui des humains. Mais Kamski rétorque qu'on n'a pas le choix de dire ça, et il sait pas à quel point il a raison, et donc il va nous faire une proposition. Magnifique, n'est-ce pas? Mais qu'est-elle réellement? Un morceau de plastique qui imite les humains? Ou un être vivant, doté d'une âme? Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Ce qui est le plus important, Connor. Ton enquête ou la vie de cet androïde? Montre-nous qui tu es. Fascinant. Après ça, Kamski pense qu'on est déviant, alors qu'en vrai on est juste inefficace. On repart sans avoir rien appris, mais notre relation avec Hank s'améliore grâce à ça. Mais c'est pas le plus important, puisqu'une fois de retour au poste, notre supérieur nous apprend que les déviants ne sont plus de notre ressort. Hank rebondit sur le fait qu'on est peut-être dans le mauvais camp. Tiens, voilà Perkins, ce sale fils de pute. Ils perdent pas de temps au FBI. Le FBI débarque pour embarquer l'affaire, on demande donc à Hank de faire diversion le temps de résoudre l'enquête, sauf que étant donné que notre relation est toujours mauvaise, et que s'il a pu nous tirer dessus, il va pas nous aider. Ça ne nous touche pas et on va libérer un détenu pour gagner du temps. Eh, encore un noir. Eh, dis donc là, les flics. Ça va? Non mais dis donc. Vous avez pas honte? Donc direction les archives. Pour résoudre l'enquête, on fait du trafic d'organes avec le premier déviant qu'on a croisé pour réactiver Simon. Mais comme il ne voit rien, de le berner grâce à la voix de Marcus, grâce à son enregistrement, pour lui demander où est Jericho, ce qui est un peu con. Enfin, il accepte de nous donner la localisation, mais l'antagoniste originel débarque pour nous tuer, car c'est un bon gros raciste. Et il parvient à ses fins. Un autre Connor arrive sur Jericho, et s'ensuit une grande discussion pour savoir quoi faire jusqu'à ce que... Regarde où tu nous as menés. Tu parlais de liberté, mais tu ne nous as apporté que des déceptions. On peut plus mener cette Elle va prendre sa place. Tu n'es pas le héros que nous attendions. Je vais reprendre les choses en main et tenter de sauver ce qui peut encore l'être. Très bien. Si c'est ce que vous voulez, je pars. Après que North s'est demandé Flopman arrête de flopper, et on s'en va en beau prince. Sauver notre peuple. Mais maintenant, Connor arrive pour arrêter North. Elle essaye de nous convertir, sauf que... Rejoins notre cause. Bien essayé.
Mais je ne suis pas un déviant. Jericho est pris d'assaut. Marcus a le choix d'y retourner, mais cette fois non. Connor se fait prendre pour un déviant et donc abattre. Et après s'être enfui, les déviants se réunissent. Et Norse fait un discours qui, Fedela elle-même, décide d'attaquer un camp de destruction pour androïdes. Et lors d'une réunion de presse, un journaliste demande à la présidente que ces camps réveillent le passé douloureux de notre histoire. Même si elle dit que ça n'a rien à voir, on voit que les méthodes sont les mêmes. Parce que qui allait pour dire que telle ou telle chose est vivante ou non? Les déviants passent à l'attaque et gagnent du terrain. Pendant ce temps-là, Connor se positionne sur un toit, un sniper à la main, pour abattre Norse jusqu'à ce que... Devrais pas faire ça, Connor. Hank essaye de nous dissuader de tirer, mais on ne veut rien entendre. Donc si personne ne change d'avis, il va falloir se battre. Alors il va arriver des bricoles à l'un de nous deux. Parce que je compte absolument pas te laisser faire. Hank nous tire dessus et on se jette sur lui, et un combat acharné fait rage. Mais on n'a vraiment pas l'avantage. Hank domine le combat et nous met dos vide. Moment de vérité, Hank. Suis-je un être humain? Ou juste une machine? T'es une machine, Connor. Rien qu'une machine. Pour Norse, les choses empirent. L'assaut qu'ils étaient en train de gagner n'est plus. Ils sont forcés à fuir. Pour Norse, elle se cache dans un magasin de Cyberlife, où Connor, de retour, la débusque. Les deux s'entretuent. Connor a donc accompli sa mission pour une fois. Les combats prennent donc fin. Je vois des soldats qui parcourent la ville en ce moment même. Et ils exterminent les derniers déviants qui tentent de fuir. Le mot exterminer, mais ils se rendent pas compte du coup qu'il y a un problème avec ce mot-là. Ainsi, voici la fin des androïdes. Il ne reste plus que Marcus, seul. Après, il paraît que si vous vous abonnez, il ira mieux. Si j'étais vous, je prendrais pas le risque.